Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous faire une démonstration du logiciel Optimus. Je sais pas si, je pense que ceux qui participent aujourd'hui ont pas tous déjà un serveur Optimus. Il y en a qui souhaitent peut-être simplement voir un peu ce que c'est. Donc je fais juste une petite introduction pour préciser un peu l'objet de ce projet. Euh, il y a du bruit de fond. C'est chez Jean. On va lui couper son micro. Hop. Attendez voir, on va essayer de couper le micro de Jean. Hop, ça y est. Petit résumé sur le logiciel Optimus. En fait, c'est un logiciel que nous on a créé pour les besoins de notre cabinet il y a une dizaine d'années, qu'on essaie de faire évoluer un petit peu. Et puis depuis 2 ans, on a fait une version en logiciel libre, donc qui est téléchargeable gratuitement pour tout le monde. Pour ceux qui connaissent un petit peu le système du logiciel libre, en fait, c'est des logiciels simplement où le code source est publié, donc tout le monde peut le télécharger, l'installer chez lui, mais c'est aussi l'avantage de permettre de le faire évoluer, c'est-à-dire que si vous souhaitez une nouvelle fonctionnalité, il suffit de demander à l'équipe de développement, on peut facilement l'intégrer, voire même comme le code est public, vous pouvez prendre le code source, rajouter la fonctionnalité, ensuite la repartager à tout le monde. Donc c'est un mode de développement collaboratif qui est aujourd'hui très très utilisé par les professionnels, y compris par les très grosses entreprises comme Microsoft ou Google, parce que ça permet effectivement d'avoir des retours utilisateurs et de rapidement le faire évoluer. Donc c'est un projet dans lequel il faut surtout pas hésiter à prendre contact avec l'équipe de développement, à signaler si vous avez des problèmes, à demander l'ajout de fonctionnalités qu'on pourra mettre effectivement sur notre roadmap, etc. Donc, alors c'est un logiciel qu'on a décidé de proposer à tout le monde pour une raison, c'est que pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité juridique, y a beaucoup de confrères qui aujourd'hui utilisent des solutions Google, ils ont leur mail sur Gmail, ils ont leurs fichiers sur Google Drive, ils utilisent les agendas Google, sauf que avec les lois américaines qui permettent aux autorités américaines d'enquêter et de demander la communication de données à tout prestataire de services américain, y compris si les données sont situées en Europe, vos données sont pas particulièrement sûres en termes de confidentialité. Donc aujourd'hui, il est reconnu qu'il ne faut pas utiliser les solutions offertes par ces GAFAM américaines pour stocker de la donnée confidentielle de vos dossiers. Euh, alors en France, il n'y a pas d'interdiction absolue, mais je précise que par exemple au Canada, les avocats canadiens ont interdiction absolue d'utiliser les services Google pour ces problématiques de confidentialité. Nous, juridiquement, on a les mêmes problèmes en France. Il n'y a pas d'interdiction absolue, mais en fait, chaque avocat est tenu de faire respecter son secret professionnel. Donc en toute logique, il ne faudrait pas que vous utilisiez les solutions américaines. Donc nous, ce qu'on propose en fait dans le projet Optimus, il y a deux choses en réalité. Il y a d'abord un cloud privé, c'est-à-dire que vous allez héberger vous-même vos données. Donc quand je parle de données, je parle des emails, je parle des fichiers, je parle des données qui sont contenues dans vos agendas, des coordonnées de vos clients, etc. Tout ça va être stocké sur en fait un serveur qui vous appartient à vous, que vous contrôlez vous, et sur lequel aucun autre opérateur ne peut avoir accès. Donc le premier objectif du projet Optimus, c'est ça, équiper les avocats d'un cloud privé pour héberger eux-mêmes leurs fichiers. S'ajoute dans le projet Optimus un logiciel de gestion de cabinet. Donc l'objectif, c'est d'arriver à proposer quelque chose qui soit un équivalent de gratuit de Cleos ou de ses cibles. Alors ça va se construire par petites phases, hein. Ça fait 1 an qu'on a mis le logiciel en version gratuite. On est en train de reconstruire complètement la plateforme pour faciliter un peu les développements ultérieurs. Donc pour le moment, ce qu'il fait, c'est qu'il gère vos mails, il gère vos fichiers, il va bientôt gérer vos agendas. C'est une fonctionnalité qui sort en janvier. Vous pourrez créer vos annuaires de contact, vous pouvez créer les dossiers sur lesquels vous travaillez, vous pouvez saisir votre temps, faire des fiches de diligence, et vous pouvez facturer. Très rapidement en janvier, vous pourrez aussi importer vos relevés bancaires pour pointer les factures qui ont été payées. Donc vous avez déjà une base de travail qui va, à mon avis, remplir 80% des besoins de votre cabinet sur la gestion quotidienne, c'est-à-dire j'inscris mon temps, j'inscris mes diligences, je facture, j'envoie les factures au client, j'ai mon système de mail intégré, j'ai mon système de fichiers, etc. Alors après, au cours de l'année prochaine, on va développer d'autres fonctionnalités un peu plus poussées qui seront la génération de documents à partir de modèles. Donc j'en parlais un peu, l'import des relevés bancaires, des choses comme ça, mais je vais déjà vous montrer aujourd'hui ce qui existe déjà et ce qui fonctionne déjà. Euh,
Donc on va commencer peut-être par le... Donc là, je suis sur un site auquel tout le monde peut accéder pour essayer. C'est un site qui s'appelle demo.optimus-avocat au pluriel.fr. Et vous arrivez en fait sur un serveur de démonstration qui vous montre ce que vous pouvez avoir en fait sur un serveur avec un utilisateur, quoi. Donc quand vous vous connectez sur la page d'accueil, vous verrez que vous avez en fait ces différentes icônes qui apparaissent. Donc vous avez le webmail qui permet d'accéder à vos mails, de lire vos mails, envoyer vos mails, le cloud fichier, la gestion de vos contacts, la gestion de vos dossiers, la création des fiches d'intervention. Donc les fiches d'intervention, c'est là où vous allez rentrer votre temps, les forfaits que vous facturez, etc. Et l'onglet facture. Voilà, ça c'est vraiment les outils qui actuellement sont fonctionnels, marchent bien, et qui remplissent une grosse partie des besoins du cabinet. Après, en dessous, vous verrez, il y a quelques outils supplémentaires que j'ai rajoutés. Il y a l'outil de conférence, de visioconférence Jitsi. C'est celui qu'on utilise aujourd'hui. C'est un outil gratuit. Vous cliquez là, ça crée une conférence. Vous pouvez partager le lien avec votre client. Assez rapide. 3 petits liens vers d'autres sites qu'on développe actuellement. Donc, ces sites Société Ninja, pour ceux qui connaissent, c'est pour accéder aux documents du registre du commerce, les actes, les PV, les comptes, etc. Gratuitement. Et Jurisprudence Ninja qu'on est en train un peu de développer, qui permet de... qui ouvre un peu l'accès à l'open data des décisions de justice qui a commencé l'année dernière. Donc là, vous avez déjà les décisions de la Cour de casse, des décisions de la Cour d'appel, des cours d'appel qui arrivent. Des petits outils de calcul, notamment pour calculer des intérêts de retard, des choses comme ça. Et en bas, vous avez un dernier bloc qui contient les outils d'administration de vos serveurs. Donc là, on est sur un serveur de démo, je suis connecté avec le compte d'un utilisateur, mais je pourrais créer d'autres utilisateurs, je peux révoquer des comptes utilisateurs, je peux manager un peu leurs droits, à quoi ils peuvent avoir accès, etc. Et j'ai une icône statut là en bas qui donne un peu des infos sur la santé de votre serveur, qu'est-ce qui fonctionne bien, l'état du disque, etc. L'outil calcul fonctionne, ouais, en fait ça renvoie, donc je réponds aux questions qui sont sur le chat en direct. Si vous allez sur... oui, 10 sites en construction, si vous cliquez dessus, mais en fait, si vous allez en bas sur intérêt de retard, vous verrez que ce lien fonctionne et va vous renvoyer vers un petit outil de calcul des intérêts légaux. C'est notamment pratique pour calculer les intérêts sur un jugement, puisque ça tient compte des majorations, etc. Donc vous mettez par exemple intérêt sur un jugement, 10 000 € depuis le 1er janvier 2012, et il vous sort un petit tableau avec les intérêts cumulés sur la période, et puis vous voyez que le taux il augmente de 5%, passé de 2 mois, etc. Enfin, ça fonctionne en partie, hein. C'est des sites sur lesquels on est en train de travailler, mais les fonctionnalités se rajoutent. Donc on en revient au sujet d'aujourd'hui, qui est une présentation un petit peu d'Optimus. Donc là, ce que vous voyez, c'est la version 4, c'est la version qui existe depuis 1 an qu'on a mis à disposition. On est en train de travailler sur une V5 beaucoup plus, vous voyez, visuellement, beaucoup plus moderne, avec notamment l'agenda, etc., qui sortira probablement en début de l'année prochaine, premier trimestre 2023. Pour le moment, je vous fais la démo sur la V4, parce que c'est celle qui est disponible à tout le monde et qui fonctionne aujourd'hui, sur laquelle on a à peu près une centaine d'utilisateurs, centaine de cabinets actuellement. Donc pour avoir accès à ces fonctionnalités, ce qu'il faut, c'est que vous vous équipiez de votre propre serveur. Donc ça, c'est le premier point. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez plus héberger vos données chez Amazon, Google, Microsoft. Donc vous êtes à un moment donné obligé de vous équiper de vos propres moyens. Donc là, c'est un serveur qui en fait a hébergé chez OVH. Donc OVH, c'est un hébergeur français. La différence de ce type d'hébergement, c'est que le prestataire OVH n'a pas accès aux données qui sont incluses dans votre serveur, hein. Si vous hébergez chez Google, Google a accès à votre donnée, peut scanner tous les mails que vous recevez, peut exploiter la donnée qui est à l'intérieur en application de ses conditions générales, etc. Chez OVH, c'est très différent, parce que là-bas, vous créez un serveur d'hébergement, vous êtes le seul à détenir les codes, et ils peuvent absolument pas intervenir. Donc ça, c'est un serveur qui coûte actuellement en hébergement 5 € par mois. Donc c'est le seul coût fixe imposé par ce système. C'est-à-dire que le logiciel que nous on fournit, il est gratuit, mais il y a un moment, il faut que vous équipiez d'un serveur. Alors ça peut être un petit PC que vous installez chez vous. Ça peut tourner même sur des petits PC qui valent 300-400 € hors taxe, hein. C'est pas du tout gourmand en ressources. Mais le plus simple, souvent, c'est de prendre un hébergement chez OVH ou un autre hébergeur français.
pour lancer le truc. Alors là, j'ai fait une vidéo à part, hein, je vous renvoie vers YouTube, il y a une vidéo qui explique comment installer ce serveur. Pour ceux qui savent pas le faire, il y a un auto-entrepreneur qui va travailler avec notre association à partir du début de l'année prochaine, et qui proposera des forfaits pour installation, maintenance de serveurs pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, nous, on a tout documenté sur un site qui s'appelle Wiki, je vous donnerai les liens à la fin. Il y a un site qui s'appelle Wiki, vous avez la documentation de comment faire pour installer votre propre serveur, il y a une vidéo YouTube qui vous explique le truc en détail, j'ai plein de confrères qui ont suivi le tuto en vidéo, qui ont réussi à l'installer eux-mêmes, ceux qui vraiment sont pas très chauds avec ces problématiques techniques, ben vous pouvez faire appel à n'importe quel professionnel en le redirigeant vers notre documentation, ou sinon avec l'auto-entrepreneur qui va travailler avec nous. Donc si vous vous équipez d'un tel serveur, vous aurez donc accès à ce logiciel qui se présente comme ça actuellement. Alors me critiquez pas sur l'interface, elle est un peu vieillotte, hein, c'est un logiciel qu'on a commencé, un développement qui a commencé il y a 10 ans, c'est pour ça qu'on travaille sur une version 5 un peu, vous voyez, un peu plus moderne. Là je vous présente encore l'ancienne qui est un peu vieillotte mais qui est parfaitement fonctionnelle. Donc je vais commencer par la première fonctionnalité, le webmail. Alors, vous avez un système de webmail, donc webmail c'est un système de mail qui fonctionne dans votre navigateur. L'intérêt étant que vous pouvez du coup accéder à vos mails depuis n'importe où, avec un navigateur, vous pouvez y accéder avec votre smartphone, vous pouvez y accéder avec votre tablette, avec votre PC au bureau, c'est entièrement connecté, si vous êtes en vacances, vous pouvez vous emmener votre ordi portable, vous avez accès à vos mails. Donc là vous allez retrouver toutes les fonctionnalités classiques hein, d'un serveur de mail, vous pouvez consulter vos mails, vous pouvez rédiger un nouveau mail, vous pouvez rajouter des signatures, vous pouvez rajouter des photos, vous pouvez changer les polices, vous voyez, ça ressemble à n'importe quel client mail, hein, vous pouvez changer la taille des polices, mettre en gras, souligner, faire des tirets, voilà, classique. Vous pouvez gérer la liste de vos destinataires ici, mettre l'objet, joindre des fichiers. Donc les fichiers, si vous voulez joindre un fichier, par exemple, ça se passe comme sur n'importe quel logiciel type Outlook. Hein. Vous prenez votre fichier, vous le glissez là, hop, il est en pièce jointe. Vous pouvez demander un accusé de réception. Voilà, donc vous retrouvez à peu près toutes les fonctionnalités classiques. Vous pouvez enregistrer le mail si vous voulez pas l'envoyer tout de suite. Rajouter une signature. Le gros intérêt du webmail par rapport au système email classique que vous avez, c'est qu'à chaque fois que je vais créer un dossier dans Optimus, par exemple, vous voyez là, il y a un confrère sur la démo qui a créé un dossier, par exemple, Boubou contre Roche-Noire. Si je veux retrouver ce dossier, il me suffit de taper F3, faire une recherche, je tape Boubou, bam, je suis dans le dossier. Je reçois un mail, je veux le ranger dans le dossier en question, c'est pareil, je peux simplement appuyer sur F6, déplacer. Là par exemple j'ai reçu un mail, je veux le déplacer dans un dossier, par exemple il y a un dossier qui s'appelle Belmondo, je tape Belmondo, tape Entrée, le mail a été classé dans le dossier Belmondo. Donc ça c'est un gros atout de la solution par rapport aux solutions de mail qui existent actuellement, c'est que souvent les gens qui utilisent Gmail, bah, ils reçoivent tous dans la même boîte, vous avez 2000 mails dans votre boîte de réception qui sont pas classés, pas rangés, là vous pouvez à minima un petit peu les trier les mails reçus, trier les mails envoyés. De la même manière, quand vous envoyez un mail, vous avez ici une petite case qui vous permet automatiquement de mettre le mail envoyé dans le courrier en question. Donc, par exemple, là, je vais faire un nouveau mail dans le dossier Belmondo. Je peux lui dire à la fin, enregistrer le courriel directement dans le dossier Belmondo. Et au moment où je l'envoie, il va automatiquement s'enregistrer là-bas. Donc un système de webmail hyper efficace qui vous permet effectivement de trier. Et donc tout, comme je vous l'expliquais, en fait, c'est un système de mail, donc c'est le même système que Gmail, c'est-à-dire c'est de la boîte IMAP. Donc vous pouvez aussi la synchroniser facilement avec votre téléphone. Sur le wiki, il y a les explications, vous créez un nouveau compte IMAP, vous remplissez les données, vous pouvez accéder à tous vos mails à tout moment sur votre téléphone. Donc voilà pour la gestion des emails. Pour la gestion des fichiers, là par exemple, moi je suis sur Windows actuellement, hein, mais effectivement je ne l'ai pas précisé au départ, c'est un système qui fonctionne aussi bien sur Windows, sur Mac, sur Linux, quel que soit votre système, il suffit d'avoir un navigateur. Donc vous avez Chrome, Firefox, etc. Donc ça va fonctionner. Pour le partage des fichiers, c'est pareil, c'est compatible avec l'ensemble des solutions. Donc là je vais vous montrer comment on procède avec Windows. Avec Windows, vous avez par exemple un logiciel qui s'appelle Redrive qui va vous permettre de connecter les fichiers de votre serveur directement avec votre Windows.
Donc là, je vais vous montrer. Par exemple, je vais me déconnecter. Hop. Vous voyez là, sur RayDrive, j'ai configuré le compte Optimus, j'ai mis l'identifiant mon mot de passe. Je me connecte. Voilà, il est connecté. Et je vois apparaître tous les fichiers que j'ai sur mon cloud. À partir de là, je peux les traiter exactement comme n'importe quel fichier qui serait présent sur une clé USB ou sur mon disque en local. Donc, je vais aller par exemple dans le... Là, je suis connecté avec le compte démo, donc je vais dans l'espace utilisateur démo, je vois mes fichiers, vous voyez, là j'ai un fichier doc, je double-clique, ça l'ouvre. Je travaille exactement sur le cloud comme si mon fichier était présent sur mon ordinateur. Je complète mon fichier, je fais bah, j'enregistre, voilà, c'est enregistré. De la même manière, si je veux convertir, par exemple, je vais l'ouvrir avec LibreOffice. Donc, LibreOffice, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un équivalent gratuit de Microsoft Word, hein, vous voyez, ça ressemble, hein, ça fait exactement la même chose. Mon fichier, je veux le transformer en PDF, je fais exporter en PDF, enregistrer, voilà, c'est fait. Vous allez retrouver le PDF directement sur votre cloud que vous pourrez ouvrir du coup avec vos outils habituels. Donc quand vous êtes connecté à votre cloud, en fait, vous êtes dans un fonctionnement qui est exactement le même que celui que vous avez habituellement quand vous travaillez avec des fichiers qui sont stockés en local sur votre PC. Vous vous rendez même pas compte de la différence. En fait, votre cloud, il apparaît ici sur le côté gauche, exactement comme n'importe quelle clé USB que vous connecterez à votre ordinateur, donc il n'y a aucune différence dans votre façon de travailler. Simplement, maintenant, ces fichiers sont hébergés sur un cloud, donc ils sont plus hébergés sur votre ordinateur personnel. L'avantage, c'est que du coup, ils sont aussi sauvegardés tous les soirs, parce que dans la solution OVH, il y a un backup qui se fait, qu'on peut configurer, qui se fait par exemple tous les soirs à 2h du matin. Et l'avantage, c'est que cette connexion, vous pouvez la faire de n'importe où. Donc vous partez en vacances, vous emmenez votre ordi portable, vous connectez votre cloud, vous avez accès à tous vos fichiers. Deuxième avantage de la solution, comme vous pouvez le voir ici, j'ai accès à mes fichiers. Donc moi, je suis un utilisateur qui s'appelle Demo, mais je peux aussi accéder aux fichiers des autres personnes de mon cabinet. Donc là, je suis administrateur, donc en fait, je vois les fichiers de tout le monde, mais en fait, ça peut se paramétrer. Je peux par exemple créer un compte pour mon collaborateur, je lui donne accès à mes fichiers, ou à une partie de mes fichiers, et lui pourra travailler directement sur mes fichiers. Il y a des systèmes de partage, en fait, qui peuvent se construire de manière assez précise. Alors sur la version 4, en fait, vous partagez tout ou rien. Par contre, sur la version 5, vous pourrez vraiment partager finement en disant je donne accès que à tel ou tel dossier. Moi, par exemple, ma collaboratrice, je lui donne accès que aux dossiers sur lesquels elle travaille, elle n'a pas besoin d'accéder à mes 10 ans d'archives ou à tous mes dossiers, etc. Alors, je regarde les questions qui sont sur le chat en même temps. Est-on obligé de faire glisser le fichier pour le joindre dans les mails? Alors non, pas forcément, parce que vous pouvez aussi, si vous faites un nouveau mail, simplement aller sur joindre là en haut, et vous aurez une interface pour rechercher le fichier. Donc là par exemple, vous voyez, je vais chercher un fichier sur mon cloud, le PDF que je viens de créer, bim, voilà, il est en pièce jointe. Donc vous avez les deux méthodes, soit vous glissez déposer, soit vous cliquez sur joindre. Alors une question de Delphine, est-ce qu'on peut choisir d'autres expéditeurs si nous avons plusieurs adresses mail? Adresse générale, etc. Oui, alors ici, effectivement, là, vous voyez qu'il me propose un seul expéditeur démo à démo Optimus, mais en fait, si vous allez dans les paramètres, vous pouvez configurer d'autres identités. Là, par exemple, je peux créer une nouvelle identité, je pourrais mettre, par exemple, mon autre adresse du cabinet. Hop, enregistrer. Et quand je vais rédiger un nouveau courriel, il va me proposer soit de l'envoyer avec le compte par défaut, soit de l'envoyer avec lionelvest@harris.org. Ça vous permet de jongler éventuellement. Donc je vois que la question de Delphine, c'était un peu ça, parce que je crois que Delphine, elle est secrétaire dans un cabinet d'avocats, donc en fait, des fois, elle envoie des messages sous son compte à elle, et des fois, elle envoie les messages sous le compte de son boss. Donc on peut effectivement basculer d'un à l'autre assez facilement. Donc ça, c'est pour le cloud privé, donc webmail fichier. Je vous parle un peu de l'agenda parce qu'il va sortir très prochainement et il sera mis à disposition, je pense, début 2023. Aujourd'hui, ce qui manque dans la version 4, c'est que vous n'avez pas de gestion de l'agenda, ce qui est un peu compliqué pour des avocats, parce qu'on a quand même beaucoup d'audience à gérer, de rendez-vous. Là, vous voyez un peu l'interface de ce qui va arriver en termes d'agenda. Donc, en fait, on n'a pas réinventé la roue, hein, ça ressemble beaucoup à Google Agenda, que vous pouvez prendre les événements, les déplacer. Vous pouvez créer un événement en cliquant ici, je marque test. Je marque que ça dure de 12h à 15h, enregistré, vous voyez, c'est mis là. On peut
choisir dans quel agenda on le met. Donc là, j'ai un agenda d'audience, mais je peux le mettre dans mon agenda de rendez-vous pour qu'il apparaisse dans une autre couleur. Je peux créer des événements, je peux le déplacer en haut. Donc ça, c'est des événements qui durent toute la journée. Donc moi, je m'en sers par exemple pour mes reproductions. Quand j'ai un dossier, là, je sais que je veux traiter dossier machin. Je le marque là-haut, je le mets dans mon agenda de reproduction, enregistré, voilà. L'agenda, je peux l'afficher en mode jour, en mode semaine, en mode mois, en mode liste. Donc là, on a vraiment repris un peu l'interface de Google. On peut créer des agendas. Vous voyez, là, j'ai audience, rendez-vous, reproduction. Donc, je peux créer, par exemple, un nouvel agenda perso, par exemple. Je lui choisis une couleur, je vais le mettre en violet, ok, enregistrer. À partir de là, je peux créer un nouvel événement sur ce nouvel agenda. Vous voyez, maintenant il apparaît. Perso, test 4, enregistrer, hop, voilà. On peut partager des agendas aussi. Si vous voyez là, par exemple, moi j'ai mes agendas personnels, mes audiences, mes rendez-vous, mais il y a aussi un de mes associés qui m'a partagé son agenda à lui, donc je peux aussi voir ses événements à lui. Et au moment de la gestion du partage, il peut même décider est-ce que j'ai le droit simplement de voir ces événements, est-ce que j'ai le droit aussi d'en ajouter dans son agenda, etc. Donc on a un système assez fin d'agenda qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc là, on a un peu fait le tour de la partie cloud privé. Donc ça remplit à peu près l'essentiel de vos besoins quotidiens en la matière. Maintenant, on va passer à la partie gestion de cabinet d'avocats. Donc là, comme je le rappelle, l'objectif c'est d'arriver à quelque chose qui soit équivalent d'un CSIB ou d'un Cleos. Donc je pense que d'ici à 1 an, on va à peu près y arriver. Pour le moment, on a les fonctionnalités de base qui permettent de gérer ses clients, ses adversaires, ses contacts, etc., ses dossiers, ses diligences, ses factures, ce qui est déjà bien. Alors je vais aller à la gestion des contacts. Donc quand vous cliquez sur l'icône contact, vous allez arriver sur un tableau récapitulatif de tous vos contacts. Voilà. Donc là, c'est un serveur démo, hein, donc c'est les gens qui viennent sur Internet se connectent et qui créent un petit peu des contacts n'importe comment pour essayer. Donc vous voyez, là, il y a 233 contacts qui sont créés. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif. Alors là, si vous trouvez qu'il y a trop de colonnes, hein, vous pouvez aller dans Affichage. Vous pouvez dire, par exemple, moi, je veux pas afficher le numéro du contact, je veux pas afficher ici son adresse, je veux pas afficher son portable. Vous pouvez vraiment choisir les colonnes qui vous intéressent le plus. Les colonnes, vous pouvez les prendre et les déplacer, les réorganiser, si vous voulez. Parce que là, par exemple, on peut mettre nom, prénom en premier, etc. Vous pouvez faire du tri sur les colonnes. Vous voyez, là, j'ai trié par nom. Si je reclique, ça trie dans l'autre sens. Je peux faire de la recherche avancée. Je peux lui dire, par exemple, cherche-moi tous les contacts dont la date de naissance est supérieure à 1980. Tous les contacts dont la ville est égale à, par exemple, Strasbourg. Voilà, il y a plein de fonctionnalités comme ça qui permettent de faire un peu de tri. À partir de là, on peut aussi créer un nouveau contact. Et si on veut rentrer dans un contact, ça c'est pas toujours très bien compris, il faut cliquer sur la petite icône où vous avez le nom, là, vous voyez, le nom il est en bleu, vous cliquez dessus, ça rentre sur la fiche contact. Donc là, vous avez un exemple de fiche contact. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets, là-haut. L'onglet général dans lequel vous allez pouvoir en fait mettre l'essentiel des informations. Alors, catégorie, c'est par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est un client, c'est un adversaire, c'est un notaire, c'est un confrère, etc. Donc là, vous pouvez mettre homme, femme ou personne morale. Vous voyez, quand vous mettez personne morale, du coup, ça change un peu la présentation parce qu'il y a des infos un peu différentes. Là, il y a son état civil, donc vous pouvez mettre, je sais pas, je vais faire une fiche pour moi, par exemple. Je peux mettre la date de naissance. Alors, je précise parce que c'est pas toujours très instinctif pour tout le monde. Quand vous rentrez sur un champ, vous voyez qu'il passe en rouge, ça veut dire qu'il est en mode édition. Dès que vous sortez du champ, il repasse en noir, ça veut dire qu'il a enregistré. Ça enregistre, il n'y a pas de bouton enregistrer sur tout le formulaire. L'enregistrement se fait à chaque page. Vous voyez, par exemple, si je vais mettre code postal chez Tikheim, hop, je sors et je reviens, c'est enregistré. Il n'y a pas besoin de cliquer sur un bouton. Donc ça, au quotidien, c'est quand même hyper rapide, ça permet effectivement d'enregistrer très vite. Alors ce que je peux vous montrer qui est assez intéressant, c'est que si vous avez une société, vous tapez ici son numéro sirène.
vous cliquez sur un port RCS, ça se connecte avec Société Ninja et ça remplit la fiche automatiquement. Donc ça va chercher l'adresse de la société, le capital social, le type de société. Donc en 3 secondes, si vous avez le numéro SIRET, vous faites ça, un port RCS, automatiquement ça importe les informations. Alors on m'a signalé, je crois ce matin, que ça marchait plus bien parce qu'il y a une API qui marche pas du Sirène. Ouais, je vois dans le chat, ça dit que ça fonctionne pas. Je vais le réparer ce soir parce qu'en fait c'est l'INPI qui a fermé une API, il y a une nouvelle adresse, il faut que je fasse la mise à jour, je vais m'en occuper dans la soirée. Donc voilà, ça c'est l'onglet récapitulatif des informations du client. Après, il y a un onglet notes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Vous avez le client au téléphone, il vous parle d'un truc, vous pouvez rajouter des trucs ici, hop, rajouter des petites notes facilement. Les factures, j'en parle pas tout de suite parce qu'on verra plus tard. Alors là, par exemple, vous avez vu, j'ai rempli mon adresse ici. Hein. Là, j'ai mis une adresse, 67 000 Strasbourg. Si je vais dans l'onglet juridiction, il va automatiquement me dire quelles sont les juridictions compétentes pour cette adresse. Donc si je veux délivrer une assignation, il va me dire le client est à Strasbourg, donc c'est le tribunal judiciaire de Strasbourg, par exemple, qui est compétent. Si vous voyez ce tribunal judiciaire, si je clique sur la petite icône là en bas, ça va importer dans mes contacts le tribunal judiciaire de Strasbourg. Donc j'aurai automatiquement l'adresse et le numéro de téléphone du tribunal qui seront déjà dans la base de données contacts. Ça permettra plus tard de faciliter un peu la rédaction des contrats, des assignations, etc. Parce que vous aurez déjà les infos dans le système. Il y a la même chose avec les huissiers. Vous voyez, quand je vais dans l'onglet huissier, j'ai une carte avec des petites étoiles. C'est tous les huissiers qui sont compétents pour délivrer un acte à cette adresse-là. Donc si je zoome un peu, là par exemple, je peux simplement, donc l'adresse se situe ici, je peux prendre l'huissier qui est le plus proche par exemple. Je clique sur la petite étoile, vous voyez, j'ai les coordonnées de l'huissier, SARL exact, etc. Pareil, si je clique sur la petite icône importée en bas à droite, boum, l'huissier est importé dans ma base de données de contact. L'onglet RCS, en fait, il renvoie vers tout simplement Société Ninja. Donc vous aurez, bon, ceux qui connaissent, vous pourrez voir, il y a des vidéos particulières là-dessus. Attendez, hop. Ah oui, là je suis pas sur une fiche d'une entreprise, donc forcément il y a des trucs qui marchent pas. On va chercher une entreprise. Voilà. Là je suis sur une fiche d'une entreprise, donc il y a son numéro SIRET qui est renseigné. Si je vais dans l'onglet Bodac, normalement il m'affiche les annonces Bodac, mais il n'y en a peut-être pas pour ce là. Bon. Vous regarderez un petit peu, enfin ça se connecte avec Société Ninja, donc vous avez accès à toutes les infos du RCS, les actes, les PV d'AG, les comptes sociaux, les coordonnées du gérant, les annonces Bodac publiées, etc. Donc si vous cliquez sur Infogreffe, ça vous renvoie vers la fiche de la société sur Infogreffe. Si vous cliquez sur Plan, vous avez un plan pour vous diriger, pour créer votre itinéraire si vous voulez aller chez le client par exemple, voir où il est. Donc ça passe par service de cartographie. Si vous cliquez sur Google, ça recherche le nom du client sur Google, hein, tout simplement. Et pareil avec les pages jaunes, si vous n'avez pas les coordonnées, vous pouvez directement chercher dans les pages jaunes. Voilà pour un peu pour la gestion des contacts. Alors donc quand je parle de contacts, en réalité c'est vos clients, vos adversaires, les confrères avec qui vous échangez, les notaires, les administrateurs judiciaires. Dès que vous avez un intervenant dans le dossier, vous le rentrez dedans. Et on va voir pourquoi dans la section suivante qui concerne la gestion des dossiers. Ah oui, alors petite précision, là par exemple, je suis connecté avec mon compte démo, j'ai les contacts, mes contacts du compte démo. Par exemple, vous voyez là, il y a un autre utilisateur Romain qui a partagé des contacts avec moi, je peux du coup basculer, là je vois les contacts de Romain. Donc on peut partager des dossiers, mais on peut aussi partager des contacts. Et du coup, le contact qui est dans une base, vous pouvez le copier dans une autre base. Donc le système, il a été ainsi fait que, si vous voulez, nous, par exemple, au cabinet, on est 10 associés. Si un associé s'en va demain, il peut partir avec ses données en un seul bloc. Chaque avocat a des données, en fait, qui lui sont propres, qui lui appartiennent. Il a ses dossiers, il a ses contacts, il a ses agendas. S'il quitte le cabinet, il peut prendre ses données et partir avec. Pareillement, si vous avez un associé qui arrive dans le cabinet et qui utilise Optimus, il peut venir avec ses données. Donc tous les blocs sont indépendants, ce qui permet effectivement à des confrères de basculer facilement d'un cabinet à un autre. Je le précise parce que pour ceux qui utilisent des solutions type Cecib ou Cléos, hein, vous le savez peut-être, quand vous quittez un cabinet, c'est 3 000 € pour récupérer vos données. Quand vous rejoignez un cabinet qui utilise déjà Cléos, c'est 3 000 € pour importer vos données.
Nous, on a fait un système où en fait, vous pouvez récupérer vos données très facilement, rapidement, et ça coûte rien, quoi. On va passer à la deuxième section, c'est l'icône dossier. Donc ça, c'est la gestion de vos dossiers. Donc vous voyez, vous avez toujours la même interface, vous tombez sur un tableau. Là, on va afficher 20 dossiers par page. Hop, ça veut pas. Hop, voilà. Donc là, j'affiche 20 dossiers par page. Je peux passer à page 2, page 3 en bas. Alors, je précise qu'on peut aussi changer de page avec la molette de la souris. Hein. Je sais pas si ceux qui l'utilisent avaient déjà remarqué. Vous voyez, là, je défile. Je passe de la page 2 à la page 3 avec la molette de la souris. C'est beaucoup plus rapide que d'aller cliquer en bas sur le numéro de page. Donc, vous retombez sur un tableau. Même interface. Vous pouvez prendre les colonnes, les déplacer, les remettre dans un autre ordre. Vous avez le numéro du dossier, le nom du dossier, sa date d'ouverture, la date de classement, le numéro de la boîte d'archives dans laquelle vous l'avez rangé, etc. Si vous cliquez ici sur la petite icône mail, il va vous ouvrir le webmail directement dans le dossier concerné. Vous voyez ? Si vous cliquez sur fichier, c'est pareil, il va vous ouvrir les fichiers directement dans le dossier concerné. Oui. Oui. Ouais, sur le téléphone, je sais pas exactement comment on peut faire. Normalement, il faut cliquer sur mon écran, il devrait normalement me passer Ah, ouais, bah après, le live sur Facebook est enregistré normalement, donc vous pourrez éventuellement revoir plus en détail sur smartphone, je sais pas trop comment on fait pour zoomer, je suis désolé. Donc on va continuer avec donc, la fiche dossier. Je clique sur le nom du dossier, j'arrive dans la fiche récapitulative, donc vous voyez là je peux changer le nom, on va mettre par exemple Tartampion contre Dupont. On peut changer le numéro du dossier. Quand vous créez un nouveau dossier, hein, il y a une numérotation automatique, il met les 2 premiers chiffres, c'est l'année, ensuite il y a un numéro continu qui se met automatiquement. La date d'ouverture du dossier. Si j'ai classé le dossier, je peux dire par exemple le 20 décembre, le 20 novembre, j'ai classé le dossier, je l'ai rangé dans la boîte d'archives numéro 143, ça permet de le retrouver facilement. Je peux préciser le domaine dans lequel est le dossier, donc je peux dire par exemple droit immobilier, baux d'habitation. Ça permet de faire un peu de statistiques en fin d'année, ça permet de savoir, bah, cette année j'ai ouvert 50 dossiers en droit immo, 30 dossiers en droit pénal, 50 dossiers en divorce, etc. Si c'est un dossier judiciaire, je peux mettre par exemple le numéro RG du dossier, le numéro Portalis, parce que maintenant c'est un peu plus utilisé par les greffes. Si c'est un dossier pénal, vous voyez le numéro parquet, le numéro instruction. Ça permet effectivement de faire des recherches après par numéro RG. En bas, je peux préciser si c'est un dossier de conseil, si c'est un dossier de contentieux, si c'est un dossier à l'aide juridictionnelle. Tout ça, c'est à des fins principalement de faire des statistiques un petit peu sur votre activité. Donc ça, c'est pour la fiche récapitulative du dossier. Après, vous avez les intervenants du dossier. Donc là, par exemple, on va imaginer que c'est un dossier contentieux dans lequel j'ai un adversaire, donc je choisis adversaire. L'adversaire, il est dans ma base de données. On va dire que c'est par exemple Albos Édition. Ajouter un intervenant. Voilà. Adversaire. Cet adversaire, il a un avocat, donc je vais mettre avocat. Avocat. Avocat de qui Non, alors d'abord je vais choisir l'avocat, donc je prends avocat, l'avocat il s'appelle Cédric Barjot, et je vais dire c'est l'avocat de Albos Édition, voilà. Ensuite dans ce dossier j'ai un demandeur, le demandeur c'est mon client, je vais mettre c'est la société par exemple Agriline, ajouter. L'avocat plaidant c'est moi, hop. J'ai un avocat postulant dans le dossier, c'est qui on va dire que c'est Luc Rotary. Hop, voilà. Là, j'ai renseigné les intervenants de mon dossier. Ça permettra très vite en 2023, là, dans la nouvelle version qui va sortir. Vous pourrez par exemple générer un modèle d'assignation, il aura déjà pré-rempli le rubrum avec le demandeur, le défendeur, les avocats, etc. à partir des infos que vous aurez effectivement renseignées ici. Après, si par exemple vous êtes dans intervenant, vous voulez aller sur la fiche de Luc Rotary, vous cliquez là, vous voyez, ça vous ouvre la fiche, vous pouvez retrouver du coup son numéro de téléphone rapidement, etc. Ensuite, il y a un onglet notes, donc là c'est pareil que
dans les contacts, hein, vous pouvez mettre des petits trucs, on va marquer procédure RG numéro machin, prochaine audience le 3 janvier 2023 par exemple. Hop, tac. Ensuite, on va arriver à la partie un peu plus intéressante qui va vous intéresser, c'est la partie facturation. Donc la facturation, elle se fait à partir de là, il faut d'abord rentrer dans la fiche dossier, et ensuite il faut aller dans l'onglet qui s'appelle intervention. Donc à partir de là, vous pouvez créer des fiches d'intervention. En fait, des fiches d'intervention, c'est un groupe de diligences que vous allez facturer. Chaque fois que vous créez une fiche d'intervention, ça va correspondre ensuite à une facture. Donc là, je vais faire une démonstration, je vais créer une fiche d'intervention. Voilà, nouvelle fiche créée le 20 décembre, fiche numéro 178. Je rentre dedans, et là, j'arrive sur l'interface qui me permet de saisir mon temps. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit chronomètre aussi qui a démarré. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est quand j'ai un client qui m'appelle, j'ouvre la fiche d'intervention, le chronomètre démarre. On va imaginer que par exemple la conversation a duré un quart d'heure. Hop, la conversation est finie, je mets pause, je fais ajouter une diligence, il m'a automatiquement rajouté un quart d'heure dans la fiche de temps. Donc là, j'ai créé ajouter une diligence, donc vous voyez la date de la diligence. Là, vous pouvez mettre qui est l'intervenant dans votre cabinet. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre votre associé, vos collaborateurs, etc. Description, je vais marquer par exemple entretien téléphonique avec Monsieur Truc. C'est quoi? Alors là, j'ai 3 catégories. Je facture soit des honoraires, soit des frais, soit des débours. Donc je vais choisir honoraires. Et ensuite, je choisis la sous-catégorie. Donc c'est un honoraire, c'est quoi? C'est un honoraire au temps passé, c'est un forfait, c'est un honoraire de résultat, c'est une provision, c'est une remise, une commission, etc. Donc là, par exemple, c'est un entretien téléphonique, donc temps passé. Coefficient, donc un quart d'heure, c'est 0,25 heures. Tarif horaire, 250. Voilà. Je vais rajouter une autre diligence. Par exemple, je vais marquer, je sais pas, rédaction d'une assignation. Temps passé, 5 heures à 250 euros. Je vais par exemple rédaction des CGV de l'entreprise. Là, je vais dire c'est des honoraires, mais là, je vais dire tiens, ça c'est un forfait. Je vais facturer un forfait à 990 euros. Frais de signification par huissier. Là, on est dans une autre catégorie qui est débours, sous-catégorie, frais d'huissier, une fois, 70 euros, 48 par exemple. Je me suis déplacé à une audience, donc je vais lui facturer des indemnités kilométriques. Donc je vais dans la catégorie frais, sous-catégorie, indemnités kilométriques, j'ai parcouru 250 km, je facture 0,60 du kilomètre, voilà. Donc vous voyez, là j'ai fait une petite fiche d'intervention, donc je peux m'arrêter là, la laisser ouverte, je me dis que c'est pas encore le bon moment pour facturer, je reviendrai plus tard pour la facturer, ou je me dis, vous voyez, des petits récaps en haut, bon voilà, j'arrive à 3000 euros, c'est peut-être le temps de facturer. Là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton facturer en bas, ça va automatiquement générer la facture. Donc vous voyez que tout est pré-rempli, le numéro de la facture a été généré, l'avocat intervenant, le nom du dossier, le numéro de la fiche d'intervention, la date, le taux de TVA, etc. Là, il m'a pas rempli le client parce que je ne l'ai pas précisé au moment où j'ai créé mon dossier. Donc je vais choisir le client, mais par exemple, on avait dit Agriline, hop. Donc tout est rempli, il me suffit de cliquer là, en bas sur le PDF, créer la facture PDF détaillée. Ça va prendre 2 secondes, vous voyez que le fichier PDF va arriver en bas, hop, je l'ouvre, vous avez une facture qui a été générée, le nom du client, le nom du dossier, la date, le récapitulatif, mes coordonnées bancaires que j'ai mis dans le modèle d'en-tête, et en page 2, vous avez le récapitulatif des diligences que vous avez renseignées auparavant. Alors c'est simplifié parce que vous n'avez pas les intervenants du cabinet, le client ne sait pas qui est intervenu là par exemple sur le dossier, il a juste la date, la description, la catégorie, le type, le coef et le total. Si vous voulez pas lui envoyer le total, vous pouvez envoyer une facture PDF simple, donc ça c'est une facture PDF détaillée, donc la détaillée, il y a la fiche de diligence qui est jointe. La facture PDF simple, c'est la même chose, mais vous avez que la première page. Bon, normalement, on est censé transmettre au client le détail de ce qu'on facture, mais bon, parfois ça peut être utile quand même. Donc cette facture, vous pouvez l'exporter soit en PDF, soit en ODT. ODT, c'est le format LibreOffice. C'est un document, mais qui peut s'ouvrir dans Word aussi. Hein. Donc, vous voyez, vous avez la même facture en format Word. Donc si vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez changer une description, quelque chose, vous pouvez le faire. Bon. Voilà un peu pour le récap.
Donc normalement, une fois que la facture est générée, vous allez voir que si je reviens sur la fiche d'intervention, maintenant elle est verrouillée, hein. C'est le principe, normalement une fois que vous avez émis une facture, vous pouvez plus la modifier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les factures? Alors, sur les factures, à partir de 2023, alors si on veut pas faire la facture tout de suite, en fait, il suffit de pas cliquer sur facturer, hein, c'est que la fiche d'intervention, je vais vous montrer. Donc, je réponds à Sylvie qui est dans le chat. Je vais retourner sur les dossiers, je vais rouvrir un autre dossier, hop, je reviens sur les interventions, je crée une nouvelle fiche, je rajoute une diligence, tadada. Hop, je vais mettre un forfait à 5000 €. Hop. Si je ferme, ok. Je reviens sur ma page d'accueil. Je peux revenir plus tard sur ma fiche d'intervention, elle est toujours là. Vous voyez, intervention, elle est restée là, et vous voyez, elle est ouverte, non facturée. Elle n'est pas encore facturée. Elle est facturée que qu'au moment où je clique sur facturer. Donc en fait, vous pouvez, au fur et à mesure, rajouter les diligences et vous facturer au moment que vous estimez plus opportun pour le faire. Alors, une question de Maître Beau qui me dit comment puis-je mettre mon papier en tête de modèle de facturation en lieu et place du modèle déjà engagé. Alors, je reviens sur mon cloud de fichiers, je vais vous montrer. Donc là, je me reconnecte sur mon cloud de fichiers. Je vais sur mon compte, et vous voyez que là, dans mon cloud de fichiers, j'ai un dossier qui s'appelle modèle. Alors, les dossiers qui commencent par égal, vous voyez, ça c'est les dossiers système, ceux-là, faut pas les supprimer. C'est ceux qui sont utilisés par Optimus. Notamment, là, par exemple, dans modèle, vous allez voir un sous-dossier qui s'appelle facture, et là, vous allez voir des en-têtes. Donc là, vous avez un modèle, donc moi, par exemple, quand vous installez Optimus la première fois, vous aurez 3 modèles, une facture en français, en anglais, en allemand, pour si vous avez des clients étrangers. Vous allez là-dedans, c'est un fichier ODT, donc vous pouvez l'ouvrir par exemple avec LibreOffice. Je vais vous faire l'essai. Et vous avez un modèle qui ressemble à ça. Ce modèle, vous pouvez librement le modifier. Donc si vous voulez par exemple, ici par exemple, changer vos coordonnées bancaires, on va par exemple mettre CIC, on va mettre Crédit Mutuel à la place, hop, j'enregistre, je sors, je vais retourner dans une facture. Là, il y en a une qui a été facturée, je vais revenir dessus. Et vous voyez que là, il va vous dire quel modèle d'en-tête vous voulez utiliser. Vous voyez, c'est là où je peux choisir anglais, français, allemand. Je peux en créer un autre, hein. Si j'en rajoute un dans le dossier, il va automatiquement apparaître ici. Et vous voyez là, je vais reprendre français, je vais réexporter ma facture, et vous verrez qu'il va utiliser du coup le nouveau modèle. Et vous voyez qu'ici, il a remplacé. Voilà, il n'a pas remplacé parce que j'ai pas bien enregistré. Hop. Je vais vous montrer qu'un autre modèle, par exemple. Hop, modèle facture anglais. Facture PDF détaillée. Hop. Ouais, vous voyez que là, il a utilisé le modèle anglais. Donc dès que vous rajoutez en fait dans ce répertoire facture un autre modèle, alors par exemple, je fais une copie. Je vais appeler ça modèle Maître Beau. Ouais, alors c'est effectivement, c'est forcément en ODT parce que nous, on n'utilise pas les formats Microsoft qui sont propriétaires et fermés, parce qu'on peut pas les modifier comme on veut. On utilise les points ODT. Par contre, le point ODT, vous pouvez parfaitement l'ouvrir dans Word et l'éditer dans Word. Là, quand je double-clique, il me l'ouvre avec LibreOffice, mais vous pouvez parfaitement, là par exemple, j'ai Word installé sur ma machine, je peux ouvrir ce modèle avec Word, hein. Ouais, c'est pareil, hein, ça marche aussi. Hop, pas sauvegarder. Donc là, j'ai créé un truc qui s'appelle, par exemple, modèle Maître Beau. Je reviens dans LibreOffice. Je vais par exemple, je sais plus où vous êtes, confrère. Je vais marquer Bordeaux, par exemple. Là, je peux changer, si je veux, le logo au-dessus. Je peux changer, par exemple, je vais enlever la liste des associés. Hop, je vais mettre autre chose ici. Tac, enregistrer. Normalement, si j'ai bien fait mon boulot, quand je reviens dans Optimus, on va reprendre un dossier, on va reprendre une facture. Attendez voir, intervention, tac. Je reviens sur la facture. Ici, je devrais normalement... Alors, en fait, c'est parce que je facture sur une autre structure, c'est pour ça qu'il ne voit pas les modèles.
Oui, parce qu'en fait, je fais partie d'un cabinet. Moi, j'ai mis le modèle dans démo, mais en fait, l'utilisateur démo, il fait partie d'un cabinet qui doit s'appeler structure. Donc, c'est pour ça que les modèles, il les a pas enregistrés. Ça, c'est les modèles. Ah, mais c'est dans les modèles de la structure qu'il faut que je le mette. Hop, modèle, facture. Je pense que c'est ça. Yep. Nanana. Facture, on va réessayer. Ouais, il est là. Ouais, là, il y a le modèle Maître Beau, exporté. Vous voyez qu'il a réutilisé du coup le nouveau modèle. Donc en fait, c'est assez simple de créer vos propres trucs. Alors après, effectivement, il faut bien comprendre que dans le système Optimus, soit vous êtes avocat individuel, et du coup, votre structure d'exercice, c'est vous-même, soit vous êtes associé d'un cabinet, auquel cas il faut créer un utilisateur pour le cabinet, et ensuite dans l'utilisateur cabinet, il faut rajouter les associés. Alors je vais vous montrer un peu comment ça se passe, ça me permettra de faire un petit peu la démo de toute la partie gestion des utilisateurs. Alors je réponds d'abord à une question d'Isabelle sur le chat. Comment changer la date de saisie des temps? De temps en temps, je suis hors connexion quand je veux saisir les temps plus tard. Ah bah, en fait, vous allez dans les fiches d'intervention, tout simplement. Et donc celle-là, elle est clôturée, mais bon, je vais la débloquer pour le moment. Ici, je peux changer la date, hein. Donc vous pouvez modifier la date des diligences que vous renseignez. Vous pouvez mettre par exemple 4 décembre 2022, aucun problème, là, vous pouvez le faire directement. Hop. Vous pouvez changer aussi dans la fiche du dossier la date de la fiche d'intervention elle-même. Ici, il y a une date que vous pouvez aussi modifier. Je peux mettre 2022, 12, 30. Isabelle me dit ah, mais chez moi, j'ai un bug quand je change la date. Par exemple, quand je tape 13, ça donne 03, mais étrangement, Ok, bah, je garderai Isabelle sur ton serveur. Il y a peut-être un problème, effectivement, sur ta version qui empêche de changer la date. Je vais regarder, mais normalement, c'est possible, effectivement, de le changer hein, sur le côté gauche, je confirme. Donc, je reviens à la gestion des utilisateurs. Donc, moi, je suis connecté aujourd'hui avec un utilisateur qui s'appelle Demo à Demo Optimus. Je clique ici pour voir la liste des utilisateurs qui existent sur le serveur. J'ai ma petite liste. Je peux créer un nouvel utilisateur, par exemple. Je vais appeler par exemple demo2 à demooptimus.fr. Ok. Ok. Son prénom, je vais mettre, je sais pas, Jacques, nom Dupont. Hop. Il m'a créé l'utilisateur, demo2, il est là. Je rentre dessus. Là, je peux configurer du coup sa fiche. Je peux configurer notamment par exemple son mot de passe par défaut. Attendez, je vais mettre un truc dont je me rappelle quand même. Enfin, on va faire, tac. Je peux dire est-ce que cet utilisateur est activé, désactivé. Ça permet de désactiver les comptes par exemple des collaborateurs qui s'en iraient. Je peux cocher la case ici pour dire que c'est un utilisateur administrateur. L'administrateur, il a accès en fait à tous les autres utilisateurs. S'il n'est pas administrateur, il faut lui créer les droits spécifiques des données auxquelles il pourra accéder. Donc là, je vais créer un non-administrateur. Service, je veux dire, qu'est-ce qu'il va utiliser comme service? Donc lui, il va utiliser Optimus Avocat. Donc Optimus Avocat, c'est tous les outils qui permettent de gérer les contacts, les dossiers, etc. Et Optimus Structure, c'est tous les modules de gestion d'un cabinet. Donc lui, par exemple, l'utilisateur Demo 2, il n'est pas structure d'exercice. Il va être associé d'un cabinet qui existe déjà. Donc je ne vais pas lui installer le module structure. C'est plus loin, en fait, c'est quand dans la structure que ça va se configurer. Je vais revenir, en fait, sur les utilisateurs. La structure, elle est là. Structure Demo Optimus. Je rentre dedans. Et là, je vais préciser qui sont les associés de cette structure. Donc là, pour le moment, j'ai qu'un associé. C'est moi. Je vais rajouter, du coup, comment je l'ai appelé, Jacques Dupont. Je vais dire, il est rentré dans la structure le 20 décembre 2022. Hop. Et à partir de là, il pourra facturer sur la structure. Donc retenez qu'Optimus, en fait, vraiment, il peut gérer les deux cas. Soit vous êtes avocat individuel, et dans ce cas-là, vous installez les deux services, parce que vous êtes vous-même votre propre structure. Soit vous êtes dans un cabinet, il faut créer du coup un utilisateur pour le cabinet, et préciser dans cet utilisateur cabinet qui sont les associés. Je vais revenir à la page du partage pour que vous voyez un petit peu le système. Là, par exemple, j'ai maintenant un utilisateur qui s'appelle Demo2.
L'utilisateur Demo 2, il a évidemment accès à ses propres fichiers, mais il peut par exemple dire, moi, Demo 2, je voudrais que truc muche machin ait aussi accès à mes fichiers. Voilà, je l'ai rajouté dans la liste. Du coup, on verra automatiquement, lui, il verra ses propres fichiers à lui, mais il verra aussi les fichiers de truc muche machin. Donc ça, c'est dans la version 4. Comme je vous l'ai dit, dans la version 4, les partages, c'est tout ou rien. Soit vous partagez toutes vos données avec un associé, soit vous partagez aucune donnée. Dans la version 5 qui sort, on pourra vraiment faire du partage dossier par dossier. Donc on pourra dire, moi, je veux que mon associé il ait accès à tel, tel et tel dossier. Je veux qu'il ait accès à tel et tel et tel agenda. On pourra vraiment faire de la gestion d'autorisation plus précise et plus pointue. Ce que je peux vous montrer dans la gestion des utilisateurs, c'est qu'il y a des petits outils pour la gestion de son mail. Donc là, j'ai créé un utilisateur Demo2, donc il a une adresse mail, c'est demo2@demooptimus.fr. À partir de là, il peut créer des redirections et des alias. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il peut par exemple dire, moi je veux que tous les messages qui arrivent sur Demo2@demooptimus soient envoyés en copie à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, non, d'ailleurs, je me suis trompé dans ce que je vous dis, parce que là, je suis dans la mauvaise case. Donc c'est là qu'il aurait fallu le rentrer. Et vous pourrez de la même manière dire par exemple que tous les mails envoyés par Demo2 à Demooptimus sont envoyés aussi en copie à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est pas mal si vous travaillez avec des collaborateurs, vous pouvez dire tous les mails que le collaborateur reçoit, moi j'en reçois une copie. Tous les mails que le collaborateur envoie, moi j'en reçois une copie également. Vous pouvez créer des redirections, vous pouvez dire que par exemple tous les mails qui arrivent sur Demo2 à Demooptimus, en fait ils sont automatiquement redirigés sur une autre adresse que vous avez. Et vous pouvez ajouter des alias. Alors des alias, c'est vous dire par exemple si vous écrivez à demo3 à demooptimus.fr, bah, ça arrive dans la même boîte que demo2 par exemple. Bon, là vous verrez, la page elle est assez bien expliquée, il y a des petits schémas pour vous expliquer à chaque fois la circulation des mails. Mais vous voyez que c'est vachement... c'est très souple, on peut faire plein de redirections, d'envoi des copies, etc. directement là-dedans. Là en bas, on peut limiter l'espace disque, on peut dire par exemple cette boîte mail, elle sera limitée à 10 Go. Ça c'est pour gérer, manager un petit peu l'espace disque sur votre serveur. Voilà un peu pour la gestion des utilisateurs. Ce que je peux vous montrer un petit peu aussi, c'est il y a cette page de gestion du serveur. Si vous allez sur statut, vous voyez quels sont les logiciels installés, quelle version. Et surtout, ce qui va vous intéresser, c'est l'utilisation du processeur. Donc là, je suis à 13%. C'est un serveur à 5 € par mois, j'utilise 13%. Donc vous voyez que le logiciel n'est pas du tout gourmand. Donc ça tourne vraiment sur des machines réduites. Mémoire 21%, je crois que c'est un serveur qui a 4 Go de RAM. Donc même sur 1 Go de RAM, normalement, ça tourne suffisamment, quoi. Le vrai problème d'utilisation Optimus, c'est pas ni le processeur ni la mémoire, c'est l'espace disque. Très vite, avec les mails qui arrivent sur votre serveur, les fichiers de vos clients, les bases de données, on arrive quand même vite à des tailles importantes de données, parce que moi je crois qu'après 15 ans d'exercice, je suis à 150 Go de données, donc 80 Go de mails par exemple. Hein. C'est que les mails, ça prend quand même beaucoup de place. Donc la problématique, elle est plus là-dessus. Et c'est ça qui parfois peut orienter votre choix sur le choix du serveur. Parce que les serveurs en hébergement, si vous avez 20, 40, 60 Go, ça va, ça coûte 5, 10, 15 € par mois. Par contre, si vous avez, nous on est un cabinet, on est 10, on a 1 Tera de données, là les hébergements en ligne, les prix deviennent délirants. Donc il y a un moment où il est plus rentable d'acheter votre propre serveur et de l'héberger vous-même à votre cabinet, par exemple, quand vous avez des très gros volumes de données. Donc ce que vous pouvez voir, notamment ici sur cette page, c'est le taux d'utilisation du disque. En fait, il y a toujours deux disques, il y a le disque système. Donc celui-là, il faut vous assurer qu'il soit jamais plein, mais en principe, ça reste assez stable parce que sur le système, vous installez pas vos données. Donc normalement, là, il y a 6 Go utilisés sur 8. Le système, en principe, il va pas prendre plus de place que ce qu'il avait au départ. Ce qui va vous intéresser surtout, c'est votre disque de données. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un petit disque j'ai 12 Go de données, j'ai utilisé 1 Go 14. Si vous atteignez les 95%, vous recevez normalement une alerte par mail hein, qui vous prévient. Parce que là, il faut prendre des dispositions, il ne faut jamais laisser le disque arriver à être plein, parce que si votre disque est plein, le serveur il va s'arrêter de fonctionner hein, du jour au lendemain. Il faut vraiment faire attention à ce que vous dépassiez jamais les quotas autorisés. Les systèmes Linux n'aiment pas du tout quand les disques sont pleins. Voilà. Alors régulièrement, si vous avez un serveur Optimus V4, vous allez recevoir des mises à jour aussi.
Quand une mise à jour est publiée, ici dans l'icône administrée, vous aurez une petite icône avec un petit badge qui vous dira qu'une mise à jour est disponible. Vous allez dedans, et ici vous aurez une petite icône qui vous permettra d'installer la mise à jour, il suffit de cliquer là. Donc c'est des mises à jour qui corrigent des bugs ou qui rajoutent des fonctionnalités. Après c'est des mises à jour, là on est dans la version 4, donc vous allez pouvoir passer à la version 4.7, 4.8, 4.9 quand elles vont sortir. Par contre, à chaque fois qu'on passe d'une version 4 à une version 5, là il y a un processus un peu plus lourd qui sera nécessaire et qui oblige à intervenir sur le serveur. Mais ça, je ferai des vidéos du coup, quand on sortira la V5, j'expliquerai comment passer de la V4 à la V5. On a quand même une centaine d'utilisateurs aujourd'hui sur la 4, on veut les emmener tous sur la version 5 avant la fin de l'année prochaine, pour que tout le monde soit sur cette nouvelle plateforme. Parce que cette nouvelle plateforme 5, elle permettra de faire des développements beaucoup plus rapides et rajouter pas mal de fonctionnalités. Voilà. Donc voilà un petit tour un petit peu pour les... Oui, il y a un bouton aussi pour redémarrer votre serveur. Si vraiment il y a quelque chose, si ça marche plus, n'hésitez pas à cliquer dessus, ça redémarre, ça prend 30 secondes à redémarrer, parfois ça règle des petits problèmes. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon de ce qui est proposé aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole via le micro ou via le chat. Pour ceux qui veulent s'équiper, sur Facebook, je vais remettre un petit post avec les liens vers le wiki. Alors en fait, donc je précise, hein, le développement du logiciel Optimus, il est fait par une association qu'on a créée qui s'appelle Cybertron. C'est une association qui pour le moment réunit principalement des avocats, puisque le principal outil, c'est des outils liés aux avocats, mais en fait elle a une vocation plus généraliste, hein, de créer des outils libres pour les entreprises. Sur le site de l'association, vous allez retrouver un certain nombre de liens. Vous allez retrouver notamment un lien vers les différents projets, dont le projet Optimus. Avec un site un peu explicatif, vous aurez un peu plus d'infos sur les fonctionnalités. Vous aurez notamment accès à cette démo là que j'ai fait aujourd'hui. Ici, vous avez le lien qui vous permet d'ouvrir la démo. Et vous avez les liens vers nos réseaux sociaux. Donc on a le groupe Facebook, là je pense que c'est la plupart, c'est par ici que vous êtes arrivés. On a aussi un channel Discord. Discord, c'est un logiciel de chat. Donc vous connectez, vous pouvez échanger directement avec nous via un chat, vous pouvez signaler des bugs, demander des nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça. Et vous avez notamment ce site wiki où on publie toute la documentation de notre solution. Et là, vous avez pas mal de pages, donc vous avez toute la présentation, vous avez la fameuse vidéo dont je vous ai parlé où j'explique comment installer votre serveur. Ça vous explique un peu ce que c'est le logiciel libre, comment ça fonctionne, etc. Il y a peut-être des petites infos, par exemple, comment connecter votre ordinateur à votre cloud, selon si vous êtes sur Linux, sur Mac, sur Android, sur iPhone, etc. Comment connecter votre boîte mail Optimus avec votre smartphone. Vous avez par exemple les réglages qui sont là. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Sylvie me demande dans le chat comment s'installe le cloud. Alors, non, mais c'est la partie la plus compliquée en fait, hein. C'est-à-dire que l'utilisation du logiciel, a priori, elle est relativement intuitive et on prend relativement la main dessus. L'installation du cloud, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça nécessite d'avoir des compétences un peu techniques. Moi, j'ai publié une vidéo qui dure 20 minutes qui explique comment faire. Il y a deux étapes. C'est que, un, il faut réserver un hébergement chez un hébergeur. Alors nous, on recommande OVH, on n'a pas de contrat avec OVH, etc. C'est juste que c'est celui qu'on utilise et on sait que ça marche bien là-bas. Donc la vidéo démonstration que j'ai faite, elle fonctionne avec OVH. Il y a deux phases, c'est qu'il faut, réserver votre serveur. Donc là, vous allez sur le site OVH, j'ai expliqué le cheminement, il faut aller dans VPS, réserver un VPS, payer votre VPS, etc. Il faut réserver un nom de domaine. Alors ça, je ne l'ai pas expliqué au début, mais il faut deux choses en fait pour faire fonctionner le système. Il faut un serveur et un nom de domaine. Donc un nom de domaine, ça peut être par exemple sylviefranc.com, sylviefrancavocat.fr, etc. Vous devez avoir un nom de domaine réservé à Optimus, puisque c'est sur ce nom de domaine que vont être créées ensuite toutes les adresses mail que vous avez utilisées. Si vous en avez déjà un, c'est possible de le réutiliser, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc il faut deux choses, un serveur, un nom de domaine. Donc ça, sur la vidéo, je vous explique où cliquer sur le OVH, etc. pour réserver. Après, il y a une deuxième étape,
qui est un peu plus technique et un peu plus réservé aux geeks, je dirais, c'est qu'il faut vous connecter à votre serveur en ligne de commande, c'est-à-dire qu'il faut taper des commandes sur le clavier, etc. Il y a une commande à taper qui lance l'installation. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut retourner sur le domaine, il faut configurer le domaine, etc. Je vous accorde que c'est pas du tout à la portée de tout le monde. Euh, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui est... Il y a des confrères qui sont pas très geeks, qui ont scrupuleusement suivi la vidéo et qui sont arrivés eux-mêmes à faire leur installation. Il y en a qui ont essayé, qui sont pas arrivés jusqu'au bout. De là, trois solutions. Soit vous avez un informaticien sous la main qui sait le faire, vous le renvoyez sur notre site, il a toute la doc, il regarde la vidéo, il pourra vous faire l'installation. Soit vous travaillez avec l'informaticien qui arrive début 2023, là on a trouvé un auto-entrepreneur sur Strasbourg avec lequel on a échangé, qui va faire une offre de prix pour les installations. Soit éventuellement, vous me contactez sur Facebook et vous me demandez de faire l'installation. Si vous avez réservé votre serveur et votre nom de domaine sur OVH, qui est la partie qui est à la portée de tout le monde, moi je vous fais l'installation, il me faut 5 minutes pour la faire. Je peux vous la faire gratuitement, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai une file d'attente avec une trentaine de personnes qui attendent, donc ce sera pas forcément fait dans la journée, quoi. Oui, alors Sylvie, pour vous répondre, toutes les infos dont je vous parle, elles sont sur le wiki.cybertron.fr, et effectivement, vous pouvez le faire. Oui, bah alors, je crois que Sylvie, vous aviez déjà réservé, hein, me semble-t-il, le serveur, etc. Donc il suffit qu'on finalise votre installation, ça je peux vous le faire là entre Noël et Nouvel An, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée, c'est de s'équiper de ce fameux serveur, mais c'est ça qui va vous garantir votre indépendance par rapport à des solutions Google, Microsoft, etc. Moi, je regrette un peu que le CNB nous aide pas un peu plus là-dessus, parce que ce qui serait intéressant, c'est que le CNB, justement, propose des services d'installation de serveurs de cloud hébergé, parce que eux, ils vous proposent un cloud. Vous avez aussi peut-être vu qu'au CNB, vous avez un cloud CNB. Le problème de ce cloud, même si c'est intéressant qu'ils nous proposent cette solution-là, c'est qu'en fait, il n'est pas interopérable avec rien. C'est que vous ne pouvez pas connecter ce cloud avec votre logiciel de gestion de cabinet. Du coup, il devient l'utilisation est assez limitée, quoi. Là, vous avez votre propre serveur, mais l'intérêt des solutions Optimus, c'est qu'en fait, ils peuvent communiquer avec les autres. Notamment, on peut imaginer que demain, un confrère développe un module complémentaire sur Optimus, bah, il pourra directement connecter le module qu'il a développé avec notre solution, parce qu'en fait, notre solution, elle est développée sur des technologies qui sont libres et ouvertes. Voilà, c'est un peu la philosophie du logiciel libre, elle est importante à comprendre, parce que en fait, ça vous libère d'un certain nombre de choses. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, si vous êtes dans un système comme Cessib, moi je critique pas un logiciel Cessib, hein, c'est un logiciel qui fonctionne bien, il y a plein de cabinets qui l'utilisent, ça fait gagner beaucoup de temps, c'est bien. Alors il y a un défaut premier qui est que ça coûte 50 euros par mois par utilisateur. Alors quand vous êtes tout seul, vous me direz, bon, 50 euros par mois, pourquoi pas. Bon, quand vous avez 2 secrétaires et 2 collaborateurs, ça commence à devenir un peu plus cher, hein. Il y a ce défaut-là, mais le logiciel est très bien, ça peut s'expliquer. Par contre, il y a un côté qui est très dérangeant chez Cessib, c'est le côté je suis emprisonné dans le système. C'est des contrats où les durées sont de... Là, ils proposent en ce moment des contrats d'une durée de 5 ans. Donc une fois que vous êtes rentré chez Cessib, vous êtes bloqué pendant 5 ans. Quand vous voulez en sortir pour récupérer vos données, il faut payer. Pour réimporter vos données dans un autre système, il faut payer. Voilà, tous ces problématiques, vous les avez pas avec le logiciel libre pour une raison simple, c'est que nous, on n'utilise que des standards ouverts. Donc vos fichiers, vous allez les récupérer dans un format qui vous permet de les ouvrir n'importe où, de le réimporter n'importe où. Vos mails, c'est pareil. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de quitter Gmail et de récupérer par exemple ses mails, c'est hyper compliqué. Genre, personne ne le fait tellement c'est compliqué. Quand vous quittez Gmail, en principe, vous perdez tous les mails que vous aviez stockés sur vos solutions avant, ou alors faut payer un informaticien 500 balles parce qu'il va devoir passer une journée à récupérer vos mails. Chez nous, si vous voulez récupérer vos mails, il y a un dossier, vous le prenez, vous le copiez, ils sont là, ils fonctionnent, quoi. Voilà. Donc est-ce qu'il y a encore d'autres questions alors, hésite. Oui, oui, je vous en prie. Pas de souci. Ouais. Bah écoutez, l'agenda, comme vous avez pu le voir peut-être dans la démo de la 5, là, aujourd'hui il fonctionne. On l'a, il fonctionne bien. En fait, si vous voulez, le problème de la 5, c'est que on est reparti sur une plateforme complètement neuve.
et on est obligé de la tester, de tester de manière extensive tout, parce qu'il y a des trucs qui marchaient sur la 4, qui marchaient plus sur la 5, parce que en redéveloppant, on a intégré des bugs. On veut pas la sortir avec trop de précipitation, parce qu'on veut pas que les confrères arrivent dans un truc où ils rencontrent des problèmes qu'ils avaient pas avant. Donc là, elle est terminée, mais par contre, on est en train de la tester de manière poussée. On voulait la sortir avant le 31 décembre, je suis pas sûr qu'on y arrive. En fait, je pense que ça va être plutôt janvier ou février 2023. En tout cas, c'est vraiment brûlant. Enfin, on arrive au bout du développement et je pense que ce sera disponible au premier trimestre 2023, quoi. Donc ceux qui veulent pas s'équiper, enfin ceux qui veulent s'équiper là dans un avenir proche, j'ai envie de dire, vous précipitez pas. On installera un serveur sur la V5 dans 2 mois ou dans un mois. Je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de vous équiper en V4 maintenant avant Noël pour passer en V5 dans 6 semaines, quoi. Donc attendez peut-être encore un petit peu. En tout cas, vous retrouverez sur la V5 exactement tout le fonctionnement que je vous ai montré aujourd'hui, quoi. Bon, j'ai essayé d'enregistrer la vidéo, j'ai l'impression que ça a marché. Je vais essayer de la rediffuser sur YouTube et de mettre le lien. Et sur Facebook, peut-être que le live sera à nouveau